Le fait marquant du jour, c'est Emmanuel Macron pendant plus de 3 heures devant les députés européens au Parlement de Strasbourg. Le chef de l'État met en garde contre les tentations autoritaires de certains dirigeants nationalistes en Europe qu'il accuse de réveiller une forme de guerre civile. Détails et réactions parfois musclées dès le début de ce journal. La politique européenne du président de la République, on y revient juste après ce journal avec notre invité Vivien Pertuso, chercheur associé à l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales. Mais l'actualité de cette soirée, c'est aussi la grève qui reprend à la SNCF, un TGV pour 3 pour demain. Cet après-midi, les députés ont adopté le projet de réforme du gouvernement. La rencontre sous haute tension qui se profile demain à Notre-Dame-des-Landes entre la préfète et les représentants des zadistes. Un nouveau traitement prometteur dans la lutte contre le cancer du poumon. Et puis bien sûr, le foot. Première demi-finale de la Coupe de France entre les Herbiers et Chambly. Ça se passe à Nantes, Cyril de la Morinerie. Et la seconde période débute à l'instant. Elle va bientôt débuter, effectivement. 1-0 pour les Herbiers face à Chambly. Le but a été marqué à la 27e minute par Florian David. Cyril de la Morinerie qu'on retrouve évidemment à la fin de ce journal. À suivre aussi la météo avec Christine Peña, la bourse avec Didier Hameau de boursier.com et puis la belle entreprise. Chaque soir, un entrepreneur nous présente son projet. Aujourd'hui, Geoffroy Lambert, dirigeant de DriveMe, la plateforme qui vous permet de louer une voiture pour seulement 1 euro. Europe Nuit. Un discours d'une vingtaine de minutes, suivi de longues heures de questions-réponses avec les eurodéputés. Emmanuel Macron parlait pour la première fois ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Il a mis en garde contre la réapparition d'une forme de guerre civile avec les tentations autoritaires de certains pays de l'Union. Il y a eu des applaudissements, mais aussi quelques moments de friction assez vifs. Isabelle Horry, vous avez suivi ces échanges pour Europe 1. C'était l'audience idéale pour un plaidoyer européen. Emmanuel Macron a donc joué sur la corde sensible, insistant sur les menaces qui pèsent sur l'Europe. Moi, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Je veux appartenir à une génération qui défendra cette souveraineté européenne, parce que nous nous sommes battus pour l'avoir. Mais ça ne sera pas facile de faire bouger l'Union, a mis en garde le Belge Guy Verhofstadt. Parfois, je dois vous dire, entre nous deux, que j'ai l'impression que comparé aux conservateurs en Europe, même la SNCF est encore un bastion de réformateurs. Ça, je dois vous dire. Les critiques sont venues sans surprise des souverainistes, mais aussi du chef des Verts. Philippe Lambert s'attaque la loi française sur l'asile et l'immigration, encore l'attitude du gouvernement face aux zadistes. Ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. La réplique est sèche. Je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. Au final, plus de 3 heures de débat et d'échange avec un Emmanuel Macron toujours à l'aise. Merci de m'avoir permis de revivre ce que la Constitution française ne m'autorise plus, c'est-à-dire un débat avec le Parlement. 2 fois, les élus européens se sont levés pour l'applaudir. Strasbourg, Isabelle Horry, Europe 1. Et pendant ce temps-là, au Parlement français, les députés ont adopté à une très large majorité le projet de réforme de la SNCF en première lecture. 454 voix pour, 80 contre. Mais début ce soir du 4e épisode de la grève perlée lancée par les syndicats qui dénoncent un passage en force. Aurélien Fleureau, 2 nouveaux jours de grève donc, et trafic encore très perturbé demain. Le pourcentage de cheminots grévistes est en baisse, 32% pour demain, c'était 38% vendredi dernier, mais cela reste un niveau de mobilisation élevé et cela va entraîner de fortes perturbations sur le trafic avec seulement 2 TER sur 5, un train intercité sur 4, 40% du trafic assuré sur le réseau transilien. Ça s'améliore doucement sur les TGV avec 1 sur 3 en circulation en moyenne. La SNCF a aujourd'hui communiqué une information pratique. 100 000 places sont disponibles dans les TGV qui seront en circulation demain et jeudi, mais aussi lors de la prochaine séquence de grève prévue les lundis 23 et mardi 24 avril. Malgré le vote du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, les syndicats de cheminots restent mobilisés et entendent faire durer leur mouvement en se calquant sur le calendrier parlementaire avec un vote prévu cette fois au Sénat le 29 mai prochain. Mais la CGT cheminot demande même au gouvernement de stopper ce processus parlementaire pour enfin entamer, je cite,
de véritables négociations. Aurélien Fleureau pour Europe 1. Et la grève se poursuit aussi demain à Air France. La compagnie prévoit d'assurer 70% de ses vols comme aujourd'hui. Mais les moyens courriers seront plus impactés. Seulement la moitié de ces vols assurés depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Autre mouvement de contestation, et ce sera l'image marquante de la journée de demain. La préfète de Loire-Atlantique et les zadistes de Notre-Dame-des-Landes dans une même pièce. Ils doivent se rencontrer à 14h30 pour tenter de faire baisser la tension. La journée d'aujourd'hui a encore été marquée par des affrontements, mais François Coulon, les zadistes ont fini par accepter la main tendue par la préfète. Oui, le rendez-vous est fixé demain à 14h30 à la préfecture. Et pour comprendre cette ouverture des zadistes, il faut savoir qu'il y a urgence lundi prochain. Si aucune demande de régularisation individuelle n'est déposée auprès des autorités, eh bien on se dirigera, comme l'a promis Emmanuel Macron, vers une évacuation quasi totale de la ZAD. Cette rencontre avec la préfète se présente donc comme celle de la dernière chance. Camille, porte-parole des occupants de la ZAD. On a au-dessus du nez une échéance pour le 23 avril qui dit on liquide le reste des expulsions, destructions, si les gens n'ont pas signé à cette date des conventions individuelles. Donc nous, notre souci là maintenant, c'est d'une part d'arrêter le massacre et puis empêcher la poursuite des expulsions. Et le mouvement conserve sa position de demande de convention collective. Voilà, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les zadistes n'annoncent aucune concession. Ce sera un projet collectif, sinon rien. Le risque est donc grand d'un ultime rendez-vous pour rien, à moins que l'État accepte in extremis un compromis qui permettrait aux deux parties de sortir par le haut d'une confrontation de plus en plus explosive. Merci François Coulon à Notre-Dame-des-Landes pour Europe 1. Europe 1. La suite du journal. Théo Manval. À l'étranger, Donald Trump annonce que sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un aura lieu au plus tard début juin. Il entend bien discuter de la fin de la guerre entre les deux Corées. Avec lui, le lieu définitif pour cette rencontre n'est pas encore acté. En Irak, une djihadiste française de 29 ans a été condamnée aujourd'hui à la prison à perpétuité pour son appartenance au groupe État islamique. Et ses anciennes camarades de lutte en Syrie s'interrogent, elles, toujours sur leur avenir. Vous avez entendu depuis ce matin ce document exceptionnel européen, les voix de ces femmes djihadistes françaises retenues dans un camp au nord de la Syrie par les forces kurdes qui ont chassé Daesh. Ces femmes attendent toujours de savoir quel sort leur sera réservé. Maître Marie Dosé représente 2 d'entre elles et elle demande ce soir à l'État de les faire revenir en France. Ce que je dénonce depuis le début, c'est que le gouvernement fait preuve d'irresponsabilité. Il surfe sur une opinion publique en lui faisant croire que sa sécurité exige et nécessite que ses ressortissants français restent au Kurdistan syrien. Non, la sécurité, c'est lorsque la justice française les aura entre ses mains, qu'elles seront placées en détention provisoire et jugées en France. Les enfants, ces enfants seront placés par l'aide sociale à l'enfance. Il va y avoir des évaluations, des expertises psychologiques et médico-psychologiques. Et puis, petit à petit, sous l'égide d'un juge des enfants, ces enfants seront confiés ou pas à la famille de la maman ou à la famille du père. Mais tout est prêt pour les accueillir. En tout état de cause, si nous n'avons pas les moyens de les accueillir, ne faisons pas en sorte de faire croire à la population française que les Kurdes, eux, ont les moyens de les juger et de les gérer. C'est n'importe quoi. Ça n'est pas responsable. On est soit dans l'amateurisme, soit dans le populisme. Mais très franchement, notre sécurité mérite autre chose que ce petit jeu du « ils sont très bien là où ils sont ». Marie Dosé, avocate de 2 djihadistes françaises retenues dans le nord de la Syrie, elle répondait à Salomé Legrand. Dans le domaine de la santé, à présent, cet espoir pour des malades du cancer du poumon. Les médecins ont découvert comment lutter plus efficacement contre son avancée en combinant chimiothérapie et immunothérapie. Cela permet de prolonger l'espérance de vie alors que cette maladie tue près de 30 000 personnes chaque année en France. Benjamin Lévesque, des études ont été réalisées sur 600 malades et elles pourraient changer beaucoup de choses. Oui, parce que le cancer du poumon reste le plus meurtrier en France, notamment à cause du tabac. Les traitements qui existent ont leurs limites. La chimiothérapie est efficace, mais seulement pour la moitié des malades. Quant à l'immunothérapie, l'autre traitement, seuls 20% des patients y sont réceptifs. Les scientifiques ont donc testé les 2 techniques ensemble et les résultats sont très encourageants. 7 patients sur 10 sont vivants après 1 an de traitement. Des résultats qui suscitent l'espoir pour le professeur Choued du CHI de Créteil.
on va passer à 15-20 000 personnes qui vont avoir d'emblée accès à l'immunothérapie. Là, c'est quand même un espoir important puisque dès le départ, dès qu'on a le diagnostic de cancer du poumon, dans sa forme les plus graves, les formes métastatiques, on va pouvoir utiliser l'immunothérapie associée à des médicaments qu'on connaît bien. Donc un grand espoir pour les patients. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a plus d'effets secondaires, davantage de fatigue ou de troubles digestifs. Il y a maintenant une demande de mise sur le marché français. Les malades pourraient avoir accès à ce double traitement l'année prochaine et les médecins réfléchissent à utiliser la même technique pour soigner d'autres cancers comme celui de l'estomac ou de la vessie. Merci Benjamin Lévesque. On termine avec les sports et la retraite d'un grand nom du rugby français. Vincent Clerc annonce qu'il arrête sa carrière à la fin de la saison. À 36 ans, l'ailier du RC Toulon, triple vainqueur du tournoi des 6 nations avec le 15 de France, espère encore décrocher un dernier trophée en fin de saison en top 14 avec son club. Et puis retour au foot, la demi-finale de la Coupe de France entre les Herbiers et Chambly à Nantes. 53 minutes de jeu devant le public de la Beaujoire, Cyril de la Morinerie. Effectivement, et le score est en faveur des Herbiers qui mènent donc 1-0. Le but a été marqué par Florian David. C'est un très beau but, un centre venu de la droite. Ça arrive au point de pénalty. Florian David, lui est lancé et à toute vitesse, il va donc mettre ce but, ce ballon dans les buts. 1-0 et il aurait pu en marquer un deuxième en seconde période. Il y a de cela quelques minutes avec un face-à-face avec le gardien de but de Chambly. Mais c'est Xavier Pinotto qui s'est interposé, qui a donc réussi à retirer ce ballon. Le corner à l'instant, attention dans la surface de réparation de Chambly alors que les Herbiers poussent pour essayer de faire le break. C'est un peu plus compliqué pour les Picards parce que vous savez qu'il y a 35 000 supporters là de cette équipe des Herbiers. On a vraiment l'impression d'avoir un FC Nantes, Paris Saint-Germain, tellement l'ambiance est formidable. Voilà, donc 2-0 pour 1-0 pour les Herbiers. Attention, c'est pas terminé, 54 minutes de jeu. Et on reviendra relever le score et profiter de cette ambiance avec vous, Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point. Dernier mot pour les fans du PSG. Sachez que le Brésilien Neymar ne reviendra pas sur les terrains avant le 17 mai. Il l'annonce lui-même ce soir, ce qui veut dire qu'il ne rejouera pas avant la toute dernière journée de championnat. Ce sera face à Caen le samedi 19 mai. La météo. Christine Peña, les températures continuent de monter pour demain. En effet, la chaleur va s'accentuer encore un peu plus. Alors toujours cette grande différence entre le matin et l'après-midi, car le matin on peut avoir encore une petite fraîcheur, mais l'après-midi ça y est, ça explose. Il fera jusqu'à 22 à Rodez, mais 24 à Marseille, à La Rochelle, comme à Dijon, Besançon, Châteauroux, 24 degrés à Nancy, comme à Perpignan. Il fera 25 à Charleville-Mézières, alors que le matin on enregistrera 2 degrés à peine, 25 l'après-midi, 25 à Carcassonne, 26 degrés du côté de Paris, la capitale, 26 également à Lyon, à Nîmes comme à Auch, 27 à Bordeaux et là où il fera le plus chaud demain après-midi, ça sera à Brive-la-Gaillarde en Corrèze avec 28 degrés. Côté ciel, rien ne bouge, c'est tout bleu partout. Il y aura peut-être des bourgeonnements dans l'après-midi au-dessus des montagnes, que ce soit les Pyrénées et les Alpes. Et puis, je vous rappelle, attention au risque d'avalanche en montagne qui reste très élevé, dû évidemment à cette chaleur qui arrive. Il est très élevé sur les Alpes et sur les Pyrénées. Merci Christine Peña.